Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Une heure de débat autour de l'actualité économique, économico-politique du moment. Les sujets sont multiples. Certains d'entre eux qu'on va aborder durant toute la semaine, et notamment la fusion TF1-M6. Je l'ai imaginé, on s'écharpe sur la fusion TF1-M6. Ça me plaît beaucoup. Le sujet des retraites. Et alors demain, tiens, on sera avec l'Institut Molinari, avec Nicolas Marquez. Ils sortent une nouvelle étude sur les retraites. Ils amènent quand même des chiffres très très spectaculaires. Je vous donnerai ça très très vite et puis on verra ça demain avec Nicolas. Mais déjà on verra avec nos invités là s'ils sont d'accord sur le passage en force, etc. Et puis toujours les sujets électriques. Et puis on parlera. Alors si effectivement, alors Nicolas Mérindol est là, mais si Patrick Sayer arrive à nous rejoindre, ce qui normalement est prévu, ils sont tous les deux dans les tribunaux de commerce. Et donc on parlera un peu de l'ambiance quand même, alors que l'URSSAF, vous savez, on en a déjà parlé, laisse entendre qu'ils vont aller maintenant, lancer les procédures de recouvrement, voilà, de l'ensemble des dettes URSSAF qui sont assez importantes. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Nicolas Mérindol, salut Nicolas. Bonjour. Fondateur de Carmin Finance, Mathieu Courtecuisse, bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Fondateur de SIA Partners, et puis donc Patrick Sayer qui, j'espère, va nous rejoindre. Mais on peut déjà démarrer avec TF1-M6, parce que, en toute transparence d'ailleurs, avant même que ça démarre, on commençait à s'écharper sur cette fusion. Bon, allons-y. Nicolas, ah non, tiens, juste, attends, petite insiste, parce qu'après, on n'y reviendra plus. Je lisais que dans les motivations de Bouygues pour un moment dire stop, parce qu'il n'était pas obligé non plus de dire stop, hein, le Conseil de la concurrence, il est consultatif. Hein, voilà. Y a les frais d'avocat et de banque d'affaires, quoi. Oui. Et à un moment, ça coûte très très cher. Hein. Il parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Non, mais c'est intéressant quand même dans un dossier comme ça. Je ne connais pas évidemment leur contrat. Non, mais tu connais le secteur. Non, mais en général, les avocats, c'est pas un intéressement si le deal se fait ou pas. C'est le business model d'un avocat ou banque d'affaires, c'est différent. Donc les avocats, oui, ça a coûté très cher parce qu'il y a la problématique de concurrence, il y a les accords, il y a la gouvernance, il y a beaucoup de sujets qui sont traités par les avocats, ils sont payés, que le deal se fasse ou pas. Bah oui. C'est normal. Les banquiers d'affaires, c'est un système différent. En général, sur une opération comme ça, ce qui est intéressant, c'est le success fee. Ce ne sont pas les honoraires. D'accord. Les fees mensuelles, c'est assez marginal. D'accord. Donc c'est les avocats qui ont. Je pense que les avocats, ça va. Les banquiers d'affaires, il y en a qui ont dû amèrement regretter que ça n'allait pas jusqu'au bout. Mais c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que quand même, moi je me souviens du patron d'Alstom à l'époque, qui me disait, c'est très très dur d'arrêter un deal, c'est très très dur d'arrêter un train en marche, c'était encore mieux pour Alstom, quand tu es comme ça dans une fusion géante, parce que justement tu as quand même une grosse pression des banquiers d'affaires, c'est vrai ça Oui, tu as une pression de tous les acteurs qui sont les banquiers, qui sont intéressés à ce que ça fonctionne. Qui sont dans le deal et qui essayent de convaincre qu'il faut aller jusqu'au bout. Les vrais grands banquiers d'affaires ne sont pas là que pour un coup. Ils accompagnent TF1 depuis longtemps, ils accompagnent M6 depuis longtemps. Ouais. Donc ils savent se retirer et ne pas encourager un deal coûte que coûte pour leur intérêt personnel, et parce qu'ils accompagnent encore une fois l'entreprise sur des durées très longues. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet. C'est quand on a un banquier d'affaires qui est ponctuel sur un coup, il est plus enclin à pousser à ce que l'opération se fasse coûte que coûte, je veux dire. Bon, moi je pense qu'il y a une pression managériale aussi. Parce que les deux entreprises ont expliqué que l'avenir était en commun, et donc ils ont quand même par différenciation expliqué que c'était le meilleur des scénarios pour les deux entreprises. Donc revenir en arrière, c'est assez difficile parce qu'il faut sortir, c'est une forme de salle de dégrisement en fait, où il faut réexpliquer que finalement il y a quand même un avenir positif avec des schémas qui sont à nouveau individuels. En plus, là, il avait été déjà annoncé qui serait le patron. Donc, il y a quand même 2-3 affaires managériales qui sont quand même en jeu, donc qui sont difficiles à digérer. Et revenir en arrière, c'est un acte de courage, moi, je crois. Oui, et puis ça veut aussi dire qu'on ne peut pas, sur un dossier comme ça, en même temps dire aux équipes que ça se fasse ou que ça se fasse pas, c'est pareil.
Donc forcément, on convainc tout le monde que c'est indispensable, que c'est dans l'intérêt, que c'est vital. Et si ça ne se fait pas, stratégiquement, au-delà de la motivation de tout le monde, hein, il y a un vrai sujet. C'est qu'on revient à une situation ex-ante où on expliquait que là, on est dans une situation très très difficile. Donc c'est vrai, hein, au-delà des avocats et des banquiers d'affaires, il fallait couper les managers et la motivation et la stratégie, ça va être un vrai sujet. Mais attends, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup, ce que vous dites m'intéresse beaucoup, là. J'avais pas pensé à ça. C'est-à-dire, donc, mettons, Gilles Pélisson, actuel patron de TF1, d'une certaine manière désavoué par son actionnaire qui avait donc choisi le patron d'M6 pour diriger le nouvel ensemble, se retrouve quand même à la tête de TF1 en tête-à-tête avec l'actionnaire qui... l'avait mis de côté. Dans le cas particulier, c'est aussi une relation de confiance, de longue date, entre deux. Ouais. Enfin, c'est plus que un actionnaire et le meilleur manager de la place. C'est une relation historique. Mais est-ce qu'elle n'a pas été, on n'en sait rien, hein, est-ce qu'elle n'a pas été abîmée, cette relation historique, quand tu choisis un gars de 70 ans pour diriger un nouvel ensemble qui doit construire les médias de l'avenir? Ça fait partie des équilibres d'un deal. Franchement, c'est... Ah oui, d'accord. Ça fait partie des... Enfin, ce sont des... sincèrement, le destin d'un homme sur la fusion TF1-M6, s'il a sorti par le haut, c'est l'un et qui a une seniorité, il y a des tas de bons arguments. Ça s'explique, ça se comprend, ça s'assume et ça se gère. Ouais. Donc pour Gilles, ça se gère. Et dans le cas particulier, je pense que c'est pas incompatible pour lui de gérer. On verra ce que sa décision pour la suite. Hein. Mais ils ont une relation particulière de confiance entre l'actionnaire et le manager de TF1. Mais l'autre difficulté aussi sur le plan managérial, c'est qu'il y a des schémas organisationnels qui sont présentés, qui peuvent varier au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des discussions avec l'autorité de la concurrence, par exemple. Au début, on doit avoir une seule régie publicitaire, après, on en a deux. Donc en fait, les équipes, et en plus ça fuite dans la presse, donc en fait, il y a quand même une difficulté à maintenir quand même la motivation des équipes dans une organisation qui va devoir évoluer en fonction des concessions qu'il faudra faire au final pour obtenir le deal. Donc c'est quand même aussi difficile de maintenir la dynamique managériale sur une durée aussi longue, parce que on est sur un processus qui prend 1 an, 2 ans, avec aussi des renouvellements derrière qui sont des engagements d'actionnaires, parce qu'il y a la loi sur les médias, etc., qui oblige à avoir une clarté sur l'actionnariat pendant une durée déterminée. Donc tout ça crée quand même énormément de complexité sur le plan managérial, de motivation des équipes, dans un contexte où le marché publicitaire va se retourner probablement au début de l'année prochaine. Dans un contexte où il se complexifie déjà énormément, on l'a bien expliqué hier, et je vous redonnerai 2-3 éléments là-dessus d'ailleurs, et où effectivement... on se dit qu'il est en train de se retourner. Bon, alors sur le fond maintenant. Alors sur le fond, vous êtes tous les deux persuadés qu'il fallait laisser faire ce truc. Oui, parce que je trouve que les arguments sont pas bons. Et la partie réglementaire a beaucoup vieilli. C'est-à-dire, c'est une réglementation qui a, j'ai connu ça dans d'autres secteurs, c'est une réglementation qui est des années, fin des années 80, à une époque où TF1 était, et le patron de TF1, c'était le roi du monde. En tout cas, c'était le roi de l'Europe. Première chaîne d'Europe, c'était leur grand truc. C'était la première chaîne d'Europe. C'était la première chaîne d'Europe et le lait, c'était un personnage de ce fait quand même extrêmement important. Ouais. Donc, et la réglementation et beaucoup des textes qui ont été appliqués dans cette analyse de la fusion de l'autorité réglementaire, qui, tu as raison, n'est pas... elle n'est pas souveraine. Elle n'est pas souveraine. C'est pas la Commission européenne. Voilà. Ensuite, ça peut continuer. Mais enfin, ça pèse. Ça pèse. Après, c'est que ça a pris beaucoup de temps et qu'il y a des décisions qui ont été prises sur la base de ces réglementations, comme sur les régies publicitaires. Bref, ce sont des réglementations qui ont beaucoup vieilli, qui ne sont pas adaptées à l'environnement d'aujourd'hui. Notamment, alors petit 1, si je compare la situation de TF1 par rapport à ses concurrents, notamment ses concurrents allemands. C'est un actionnaire d'ailleurs proche de M6. On est devenu pas un nain. Enfin, TF1 est un petit acteur des médias au niveau européen. Il faut que les gens le sachent. Et que dans d'autres pays, on ne se dit pas il y a un maximum d'audience et de parts de marché et de chiffre d'affaires de publicitaires à avoir quand on regarde l'Allemagne ou quand on regarde le pays. Donc, premièrement, on est complètement décalé par rapport, non pas aux Américains, mais par rapport aux Européens et nos voisins allemands, qui montrent que pour être un acteur qui dure, il faut quand même une certaine taille. La deuxième chose, c'est le
effectivement le découpage des chaînes, du nombre de chaînes, 5 chaînes, 7 chaînes, le principal, c'est le marché publicitaire. Le principal, c'est 70% de part de marché sur la télé linéaire. C'est plusieurs petites choses. Mais en tout cas, Benoît Cœuré, président c'est ce point-là qu'il a vraiment mis en avant. Voilà. Troisième élément, justement sur cette partie publicitaire. C'est 70% de quel marché publicitaire ? La télé linéaire. De la télé linéaire. Qui rassemble des millions de personnes tous les soirs, quoi qu'on en dise. Bien sûr, mais qui passe aussi, alors avec un effet, franchement, avec un effet d'enchaînement. Je vois quelque chose à la télé, je vois tel produit ou telle action, tel service, je vais sur le web, j'enchaîne et je retombe sur une publicité sur le web. Prendre le marché publicitaire de la télé comme un marché en soi autonome, franchement, c'est une absurdité d'aujourd'hui. Ou alors, on ne vit pas sur la même planète. Le marché publicitaire de la télévision, c'est, je ne sais plus, je ne sais pas très exactement, mais 2 ou 3 milliards. Quand on élargit, pour la France, quand on élargit avec les GAFA, on passe pour eux à 7 ou 8 milliards. Donc on n'est pas allé voir les GAFA pour leur dire, dites donc, à vous tout seul, vous représentez 70%. Ce qui est le cas. Donc TF1 et M6 se retrouvent pénalisés pour un benchmark qui prend le petit bout de la lorgnette et sur un autre secteur d'activité qui, lui, est booming. Et les GAFA prennent, je crois, 70% ou 80% de la croissance du marché publicitaire. Donc les déconnecter, c'est une absurdité. Tu vois, c'est vraiment regarder un petit bout, regarder le petit doigt au lieu de regarder la lune. Non, je suis pas du tout d'accord. Vraiment, je te laisse finir, je vais écouter. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce marché est vraiment très mal vu. Moi, j'ai eu cette expérience il y a 15 ans, où quand démarrent les réseaux sociaux... Donc tu étais DG des caisses d'épargne. DG des caisses d'épargne à ce moment-là. Et je me pose la question de savoir si on doit concentrer notre publicité sur les grands réseaux hertziens à l'époque, donc notamment TF1, M6 ou le service public, versus les radios, tous les autres médias. Et je lance aux équipes, pendant un an, on fait pas de télé. Pendant un an, on ne fait pas de télé, on met tout sur les autres canaux et on va mesurer l'audience que ça a. Mais ça a été un tollé général. Mobilisation de TF1. Il y a 15 ans, oui. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'était peut-être une erreur stratégique, Nicolas. Il y a 15 ans quand même. C'était un test. C'était un test. Et puis la marque Caisse d'épargne pouvait souffrir de quelques mois de test. C'était un test pour mesurer. Mais déjà, on se posait la question, et déjà à l'époque, il y avait cette discussion entre ceux qui étaient donneurs d'ordre et puis tous les médias sur le fait qu'il fallait approcher le marché dans sa globalité et dans ses transpirations, dans ces communications, des effets collatéraux des uns avec les autres. Franchement, aujourd'hui, dire qu'ils ont 70% des médias quand 80% de la croissance du marché publicitaire est captée par les réseaux sociaux et par les GAFA, c'est absurde. Oui, Mathieu, je pense que ça renvoie aux difficultés des régulateurs à se positionner par rapport à la notion de marché pertinent. Moi, je pense qu'il faut regarder la chaîne de la pub dans son ensemble. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe du côté des grands annonceurs ? Il y a encore 5 ans, souvent, ils avaient une organisation avec des gens qui étaient spécialisés sur les pubs digitales et d'autres qui étaient sur les grands réseaux classiques médias. C'est fini. Bien sûr. Ils ont tout rassemblé. Ouais. Il n'y a plus une seule équipe chez les grands annonceurs où c'est 2 équipes distinctes. C'est fini. Tu prends les intermédiaires, les grandes agences de pub. Est-ce qu'elles se sont positionnées sur l'ensemble du marché ? Est-ce qu'elles-mêmes, quand elles font des politiques de plans médias, etc., est-ce qu'ils ne pensent pas les plans médias dans leur ensemble ? Je crois que si. Parce que sinon, de toute façon, ils n'ont plus de valeur ajoutée. Donc ils sont obligés de penser l'expérience et l'omnicanalité dans son ensemble, et ils le font donc sur l'autre partie. Donc moi je vois pas de problème à considérer que le marché il est intégré aujourd'hui, parce que l'ensemble de tous les acteurs se sont intégrés. Il y a une autre question qui est posée aussi, c'est par rapport à la production audiovisuelle quand même, qui est quand même posée. Mais quand on regarde la valeur boursière de TF1 M6 par rapport à Banijay maintenant qui est coté en bourse, bon. On peut se dire qu'il y a quand même des boîtes qui se sont mis en face. J'en sais rien, je dois te dire. Banijay par rapport à... Banijay, c'est Stéphane Courbit. C'est valorisé 2 fois... Banijay vaut 2 fois... Non, ça vaut en gros la cumule TF1 TF1 M6, voilà. On ne peut pas dire que c'est des petits qui se retrouvent face à un gros. Ouais.
Bon, alors certes, ils sont internationaux, etc. Évidemment, le problème, et je reconnais la difficulté technique pour les régulateurs, c'est la notion de marché pertinent dans un mouvement qui va très très vite. Exactement. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas simuler, en regardant dans le passé, ce qui va se passer, le fait que Disney+ ou Netflix intègrent une gamification des abonnements avec pub et sans pub. Ouais. Donc ils savent pas exactement, parce qu'ils ne savent pas le modéliser, mais les analystes du marché qui sont pas des hauts fonctionnaires, eux, ils ont des Benoît prévisions. Cœuré, il dit deux choses. Quand tu dis TF1 est devenu un nain, il dit désolé, c'est pas à nous de réparer les erreurs des dirigeants. Et il a parfaitement raison, lui il s'occupe de la concurrence. Il n'y a pas d'erreur puisqu'il veut fusionner avec M6. Et c'est pas à nous de faire la politique industrielle. Non, ouais, voilà. Non, mais de l'empêcher. Deuxième chose, il dit, et c'est en ça où il est super intéressant, je trouve, et super pertinent, c'est effectivement sur ce que disait Mathieu. Tu as une publicité télé, et tu le sais, qui est en train de se transformer en profondeur. On était hier avec l'une de celles qui est actrice de cette transformation en profondeur. La publicité adressée, dite adressée, donne en fait pratiquement, disait-elle, maintenant que la publicité Internet est petit à petit privée de ses cookies, privée de l'ensemble des informations et des données personnelles sur lesquelles elle a pu effectivement prospérer, tu es pratiquement revenu à jeu égal. Faire jeu égal. Mais bien sûr que si. Franchement, ça c'est un sujet. Je connais bien. Je conseille puis je pense que Mathieu également, mais je conseille une start-up qui est sur cette problématique de la suppression du cookies. Ouais. Alors je ne vais pas te l'annoncer aujourd'hui, mais je t'assure que ça va être un adressage ciblé bien plus efficace que ce qui se faisait avant via les plateformes et sans commune mesure avec la télévision. Mais pas avec la publicité adressée telle qu'elle se développe aujourd'hui. À la place très spectaculaire. À la place des cookies, il y a d'autres solutions. En tout cas, l'autorité de la concurrence, elle ne peut pas préempter l'évolution de l'ensemble de ces technologies. Elle peut pas l'empêcher. Ça existe. C'est déjà le cas aujourd'hui. Oui, mais elle ne peut pas préempter. Elle l'empêche. Elle se prononce sur un marché actuel. Et elle a bien raison de le faire. De la même façon qu'on a défoncé la Commission européenne au moment de la fusion Alstom-Siemens. Regardons le résultat, regardons ce qu'est Alstom aujourd'hui, regardons ce qu'aurait donné la crise russe sur un ensemble Alstom-Siemens. Je ne suis pas sûr. Elle se prononce sur l'état actuel du marché. Dernier point, et je vous donne je le cite à chaque fois et je vais essayer de remettre l'intervenant. Il faut lire tout ce que Thomas Philippon écrit sur ce qui s'est passé aux États-Unis et sur la façon dont une autorité de la concurrence, beaucoup trop laxiste, parfois inexistante, dans une volonté de donner de la puissance aux acteurs américains, a en fait détruit la productivité et détruit une partie de la croissance de l'économie américaine. Et je pense que ça doit tous nous faire réfléchir à des décisions qui sont, moi je trouve des décisions un peu pavloviennes, de dire il fallait qu'il soit plus gros, mais de toute façon TF1, M6 face aux GAFA, mais de toute façon ça pèse rien. Mais bien sûr, mais alors. Non, mais ils vont. Alors c'est quoi Il faut qu'ils disparaissent. Non, il ne faut pas qu'ils disparaissent. Ils sont en train de faire. C'est quoi l'évolution ? On dit que le marché sur cette partie publicitaire, sur leur business model, la contribution va être extrêmement plate puisque ça va sur les autres. Donc il va y avoir une modification de la contribution à l'information ou à la production de ce qui va être diffusé par ces médias-là. Donc ils vont être plus sur le local, ils vont être plus sur le sport, ils vont être plus sur l'information, moins sur les films, et on va retomber sur la problématique de la production, où ils financent des émissions de production, ils en ont bénéficié pendant 3 ans, et puis ça repart chez le producteur. Je ne sais plus qui prenait l'exemple de... C'est comme si c'est l'architecte qui récupérait la propriété de la maison qu'il a imaginée quelques années plus tard. Bon. Donc, non, je suis d'accord avec toi, ils doivent le faire sur la base de l'analyse d'aujourd'hui. Cette réalité, elle existe. Les transformations, elles sont déjà là. Et c'est pour accompagner cette mutation. Pourquoi l'empêcher ? Ils empêchent un rapprochement. C'est pas ils n'ont. Tu dis ils n'ont pas à intervenir. Ben, s'ils interviennent, puisqu'ils empêchent un rapprochement. Attends, dernier point. Après, j'arrête. Si tu crois je le disais hier, si tu crois en la pub, et ça, c'est pour le coup, c'est Alain Veil qui me l'a appris, et c'était sa grande conviction. Il faut absolument faire baisser le coût d'accès à la télévision linéaire, parce qu'on dit ce qu'on veut, elle est toujours là aujourd'hui. Et si on veut, on en parlera j'espère tout à l'heure, le développement des ETI, le développement des entreprises, etc., il faut absolument que cette télévision linéaire qui reste aujourd'hui quand même au cœur de la vie de millions et de millions de Français soit accessible. Pour les plus de 50 ans. Mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. T'as 2 millions de personnes devant Quotidien, t'as 2 millions de personnes devant Touche pas à mon poste, ils n'ont pas plus de 50 ans. C'est pas vrai. Oui, pour les matinales de BFM,
BFM TV, alors CNews je connais moins bien, mais de BFM TV, sont massivement consommés par des moins de 30 ans. Donc les choses ne sont pas si simples, et faire baisser le coût d'accès à la télévision, qui était l'obsession d'Alain Veil, qui était évidemment son business model, aurait été totalement détruit par cette fusion. Tu te retrouvais avec une prise de contrôle qui forcément imposait sa loi à l'ensemble des annonceurs. Bon, vas-y. Non, moi je voulais juste dire, c'est pas en réalité parce que ces grands groupes audiovisuels ont échoué dans leur diversification dans le digital, parce que industriellement parlant, ils ont échoué. Ils ont tout raté, oui. Voilà, qu'on doit les sanctionner et les empêcher de consolider un business qui, lui, devient mature, voire déclinant. Et en fait, dans tout marché, il est évident que le marché de la pub sur le linéaire va baisser en volume et en valeur. Donc, est-ce qu'on peut empêcher une consolidation à l'intérieur d'un marché comme ça ? Je comprends la problématique qui est le niveau de part de marché, parce que accepter que ça monte à 70%, ok, ça pose une question, mais néanmoins, le gâteau à se partager en matière de pub sur la télé linéaire, il ne fera que baisser, et c'est une certitude. Donc, est-ce qu'on laisse se consolider maintenant ou un peu plus tard ? C'est la question, mais objectivement, le mouvement, il doit intervenir. Patrick Sayer qui nous rejoint, donc. Salut Patrick. Non, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Toi aussi, tu penses que c'est une erreur qu'a fait le Conseil de la concurrence ? Je suis juge, donc je fais toujours attention à ce que je dis quand je parle des autorités de place. Nicolas aussi. Hein. Donc, simplement, disons que je le regrette. Mais non, là où je voulais donner de l'eau au moulin de ce que Nicolas Méradol vient de dire, c'est, moi j'ai été passé, et c'est déjà de ça, il y a 3 ans. J'étais avec Bruno Roger, l'ancien patron de Carrefour. On a été chez Salesforce, on a été chez Google, on a été chez Facebook. Et on a été précisément dans la réflexion RGPD qui était déjà complètement prégnante, en train de réfléchir comment, avec des nouveaux outils où on croisait des bases de données, je ne sais pas si c'est le propos de la start-up dont parle notre ami, on allait en réalité avoir une vision beaucoup plus fine, alors peut-être pas ciblée sur Monsieur Soumier, c'est-à-dire qu'on ne saura pas de façon aussi précise que c'est Monsieur Soumier qui et ça n'intéresse pas en réalité l'annonceur. Ce qui intéresse l'annonceur, c'est de savoir que le monsieur qui regarde, il a telle caractéristique et donc on peut lui vendre quelque chose de façon anonymisée. Et ces outils qui travaillent avec de l'intelligence artificielle et un certain nombre de réseaux neuronaux, ils sont infiniment plus puissants que ce qu'il y avait avant et avec le système traditionnel des cookies. Donc dire que parce que l'opération a été regardée dans un temps de marché, bref, où effectivement on est RGPD et où ces technologies ne sont pas encore arrivées à leur rythme de croisière, je pense que c'est une vision du marché qui est fausse, parce que fondamentalement, l'avenir de la pub, elle est sur Internet, c'est clair. C'est pour moi la messe est dite. Bien. On a fait le tour, intéressant. Alors, allons-y. Bah tiens, Patrick, garde, puis Nicolas aussi, puisque vous êtes donc toi, Nicolas, tu es... Marseille. Président du tribunal de... Non, juge de commerce à procédure collective. Voilà, et Patrick donc à Paris. Voilà, je me demandais où est-ce qu'on en était, défaillance, etc. Sur les PGE, on voit les fédérations professionnelles commencer à tirer l'alarme, etc. Et tout. Bercy, comme la Banque de France, disent non, nous on voit rien, on reste toujours sur un taux de défaut de 3%. Les URSSAF, donc, qui préviennent tranquillement, tiens, il viendra nous voir d'ailleurs au début du mois prochain, le patron des URSSAF, qui vont commencer les procédures de recouvrement, mais tranquillement, voilà, avec des procédures. Comment est-ce que tu vois les choses ? Bon, effectivement, le sujet, il y a les sujets en masse et puis il y a les sujets en réalité en termes de collaborateurs. Le sujet de la masse, c'est les URSSAF. Parce que les assignations en procédure collective, je ne sais pas si c'est le cas à Marseille, mais c'est ce qui faisait quand même le gros, l'URSSAF avec le fisc, plus les mutuelles, etc. C'est ce qui fait le gros des bataillons, des assignations, des procédures collectives. Bon. Et ceux-là, ils ne sont pas encore complètement revenus. Bon, ça c'est clair. A contrario, et ce qui est intéressant, c'est que la procédure Covid, elle a en tout cas à Paris, et sans doute dans plein d'autres tribunaux, elle a favorisé l'éclosion de solutions de substitution, avec un recours généralisé au mandat ad hoc et à la conciliation, qui sont voilà, donc ça veut dire, juste pour expliquer, ça veut dire aller au tribunal et aller discuter au tribunal plutôt et de façon confidentielle. Voilà. Et alors,
évidemment que payer un mandataire ad hoc ou payer un conciliateur sont des gens qui facturent leur temps, voilà. Alors qu'à l'inverse, quand on va directement à la liquidation, c'est un mandataire judiciaire. Assez souvent, les procédures sont, comme on dit, impécunieuses, donc il a à peine les moyens de se faire payer. Donc là, on est dans un système différent. À partir du moment où ça coûte de l'argent, ce ne sont pas nécessairement toutes les petites entreprises qui peuvent en bénéficier. Il faut avoir peut-être une réflexion, peut faire partie des sujets des États généraux de la justice, de savoir comment est-ce qu'on fait bénéficier de ces procédures aux vraiment toutes petites entreprises. Mais ce qui est vrai, et ça concerne des bataillons de salariés, c'est que les entreprises, pour moi, de taille intermédiaire, elles ont eu accès, et les 2 délégués à Paris, les 2 délégués à la conciliation, ils ont travaillé d'arrache-pied depuis le début du Covid et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça transfère quand même d'un certain nombre de contentieux vers... Très intéressant, et je me souviens que la présidente des tribunaux de commerce, Sonia Arroas, était venue nous voir au cœur de la crise Covid pour justement pousser cette solution et pour pousser les chefs d'entreprise à pousser la porte du tribunal avant qu'il soit trop tard. Nicolas. Oui, non, je prends exactement ce que vient de dire Patrick Sayer, c'est exactement ça. Je rajouterais le point que, contrairement à ce qu'on dit, les problématiques des PGE sont encore devant nous. C'est-à-dire qu'il y a eu l'échéance qui arrivait cette année, donc on a dit tout le monde a crié au loup sur les PGE, il ne s'est rien passé. Non, c'est parce qu'ils ont tout simplement, il y a eu un report d'1 an. Donc pour moi, les difficultés vont arriver au premier semestre 2023. Parce qu'en dehors de la partie classique, URSSAF, organismes sociaux, qui sont les premiers à déclencher des procédures collectives, il y a cette problématique spécifique des PGE qui a donné du sursis, non pas à des entreprises qui étaient en difficulté par rapport à la crise Covid. Je parle de ceux en difficulté tout court. Qui étaient en difficulté tout court et dont l'effet PGE était une aubaine et qui s'est traduit par rapport à une année, il faut que les gens aient ça en tête, par rapport à une année normale, en gros, il y a eu 40% de procédures collectives en moins. À ce que je sache, je ne pense pas que le Covid ait amélioré la situation de telle façon à ce que par rapport à une moyenne, 40% se sont améliorés. Donc ça, c'est un effet indépendamment d'augmentation. C'est juste un effet report qui était tenu par le PGE qui vont arriver en 2023. Mathieu ? Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que la question, c'est surtout de voir maintenant, est-ce qu'il y aura un effet énergie dans on va en parler. Tu sais quoi ? Une accélération. Voilà, exactement, j'allais y venir. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui y sont exposées. Et là, c'est quelque chose d'un peu nouveau, parce qu'on n'a pas vu ça sur les cycles précédents, une telle augmentation des coûts d'approvisionnement. Et ça efface quand même une grosse partie des EBITDA, et ça met dans le rouge quand même un certain nombre de boîtes. On a commencé par EDF d'ailleurs, c'est le paradoxe. Oui, bon, là, c'est un peu particulier. Ah non, mais attends, mais là, il y aura quelque chose à aller regarder et voir si c'est un facteur ou pas de bascule sur un certain nombre d'entreprises. On en parle après la pause justement du choc électrique. On repart. Oui, alors effectivement, l'électricité, juste pour moi, c'est là, je cherche mes chiffres et puis je les trouve pas. C'est pas grave. On trouvera bien un moyen de les redonner. Voilà, oui, sobriété populaire. Ah oui, c'est parce que je crois qu'on va afficher les petits tableaux. En fait, c'est le sondage qui était dans les Échos, je crois, en tout début de semaine. Massivement, mais vraiment massivement approuvé par les Français. Et aucun problème à baisser le chauffage. Soutien des sanctions. Enfin. Je sais pas, Mathieu, tu n'es pas surpris? Écoute, je vais te dire, on est dans une série d'injonctions plus ou moins fondées, plus ou moins morales ou intéressantes autour du réchauffement, etc. Et tu te dis, mais que faire? Et en fait, tu vois qu'à un moment, quand tu as quelque chose de précis, avec un objectif et visiblement un niveau de préparation satisfaisant, on y va. On est prêt en fait à faire ces efforts. Voilà, moi c'est ça que je trouve très intéressant dans cette séquence autour de la sobriété énergétique. Moi, le concept de sobriété, je l'aime pas spécialement parce que je considère que c'est un élément moral. Et la question, c'est, oui, qu'on va faire des appels ponctuels à des mesures citoyennes et que les gens se mobilisent, etc. Pourquoi pas? Mais dans la durée, je pense qu'il faut revenir à des mécanismes traditionnels de prix, en fait, pour qu'on puisse obtenir une réalité de ça. Parce qu'ils sont favorables.
Mais bon, il faut quand même regarder dans la réalité et dans l'implémentation. Parce que les fournisseurs d'énergie, ça fait longtemps qu'ils proposent des offres où on peut moduler, on peut réduire, etc. Elles ont été très très peu adoptées. Très peu adoptées parce que les incitations sont très très faibles. Exactement. Donc, oui, mais. Parle-en à un père de famille nombreuse, je t'assure que c'est très très faible de s'emmerder à faire la lessive la nuit, hein, vraiment. Bien sûr, non, mais. Donc là, la question. Et c'est pour ça que ça va être à l'épreuve du temps que tout ça va se vérifier. Certes. Et le seul moyen de s'assurer que dans le temps long ça se passe, c'est qu'on ait des mécanismes de prix qui reflètent une réalité de l'offre et de la demande, et en tout cas oui, qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement qui permettent de refléter ça. Mais pas les mécanismes de prix actuels. Ah bah non, il y a des... Le prix de la dernière centrale, le prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité, on est d'accord que... Enfin, non, mais moi je suis d'accord avec ça, et je pense qu'il faut revisiter ça, mais il faut le faire tranquillement. Il ne faut pas non plus casser la dynamique des interconnexions électriques en Europe, parce que c'est un outil essentiel, parce que sinon on est en blackout technique. Donc il faut que ça soit coordonné. Bon, les Espagnols et les Portugais ont réussi à le faire dans leur coin. Mais justement parce qu'il y a très peu d'interconnexions. Oui, mais bon. Néanmoins, c'était un coup de canif à cette coopération. Donc nous, on est obligé de le faire avec la plaque Benelux, Allemagne, de façon extrêmement nette. C'est pareil avec l'Italie, on pourrait considérer que c'est moins important, mais donc là, il faut qu'on le fasse de façon coordonnée. Je pense qu'il y aura un consensus qui va se mettre en place, mais néanmoins, il restera quand même une vérité des prix après, parce que même si on fait baisser les prix de marché, il restera quand même une forte augmentation des prix réels. Donc ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Et la question qui est posée, pour revenir au point sur les entreprises, c'est quelle mécanique de répartition on fait entre les entreprises et les ménages, sachant que les deux ne sont pas complètement indépendants. Quand on subventionne les ménages, en réalité, on subventionne les entreprises. Parce que on fait baisser les demandes de revendications salariales des salariés dans plein d'entreprises qui sont peut-être moins... D'ailleurs, c'est beaucoup plus dilué du coup, parce que c'est pas forcément les entreprises qui sont directement exposées à la facture énergétique, mais c'est une mesure aussi qui vise à tempérer les revendications salariales. C'est vrai. Et ça, peut-être que sur le temps long aussi, ça nous aidera dans un écart de compétitivité avec d'autres pays européens. Donc c'est une affaire complexe, mais la sobriété, je pense qu'il faut la dépasser pour travailler sur des vrais mécanismes de marché. Il faudra probablement pendant cet hiver mobiliser de façon citoyenne, mais on ne pourra pas faire ça pendant 10 hivers. Ça ne marchera pas. Nicolas, Patrick, comment est-ce que vous voyez le truc ? Alors sur le comportement des Français, leur réaction en disant on est prêt à jouer le jeu, bon, c'est très bien, enfin, c'est le petit bout de la lorgnette, et c'est bien, c'est mobilisateur, ça fait partie d'un pays. Ceci étant, 1 degré, je crois, je ne sais plus qui avait fait le calcul, 1 degré, c'est une centrale hein, quand même, hein, c'est l'équivalent d'une centrale si vraiment tout le monde baissait d'1 degré. Donc c'est pas complètement nul, mais c'est pas à la hauteur du défi. C'est pas à la hauteur du défi. C'est important, c'est un état d'esprit, mais c'est pas à la hauteur du défi. Après, donc, je ne sais pas jusqu'à quel cran il faut remonter, mais on remonte à la politique énergétique de l'Europe ou de la France. Donc on a la problématique du nucléaire, on a la problématique de qui doit payer la hausse et de l'énergie importée, puisque c'est là incontestablement elle est plus chère. Tout à fait. Et on a une autre question qui est qui a profité pendant cette période-là de cette hausse. Est-ce qu'elle est en totalité répercutée et ça n'est qu'une répercussion, ou est-ce que, quand je suis un grand énergéticien, j'ai aussi... tu as la réponse à la question. Alors là, oui, donc après, il y a une question, c'est, quand on arrive à la problématique du prix, c'est qui fait l'effort de cette augmentation et qui en a profité. Et donc, on retombe sur une nécessité de mise à plat quand même. Oui, je reprends l'exemple de Total. Je prends l'exemple concret de Total. Donc on a dit, il y a une augmentation de tout ce qui est importé sur l'énergie pétrolière. Le Brent, il est à, je sais pas, 90 80, oui, autour de 90. Total vient et dit, avant que l'État ne décide quelque chose, je mets une pièce et je contribue à hauteur de... Ouais. Tu sais combien ça représente sur l'augmentation de la marge ? 500 millions à peu près, non ? En valeur, si je dis 500 millions, ça fait beaucoup d'argent. Si je te dis en pourcentage de l'augmentation... Sur leurs 14 milliards de bénéfices, c'est pas grand-chose, oui, on est d'accord. Non, mais sur l'augmentation de la marge générée par l'augmentation du prix, leur contribution, c'est 10 ou 20%. Moi, il n'y a aucun geste de générosité. Non, je veux dire, c'est bien d'avoir fait, mais on est loin d'avoir épuisé le sujet de savoir la répercussion qui est à la pompe, le bouclier fiscal
quelle est la quote-part d'efforts qui a été fait par les grands importateurs, dont Total. Donc c'est un vrai sujet, c'est que je ne parle pas de 80%, que ça ne représentait que 20% de la marge totale. Je parle que ça représente 20% de l'augmentation de la marge liée à l'augmentation du prix du Brent. Donc c'est une remise à plat qui est assez forte. Après on tombe dans la démagogie de la problématique du super profit. Évidemment, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Oui, ça c'est bon. Mais l'idée est bonne quand même. Quand on était dans la crise du Covid et qu'on a dit aux hôteliers, vous allez subir parce qu'on a décidé d'arrêter, donc on va vous aider. Quand on a dit à l'événementiel, les réunions sont interdites, on va vous aider. Normal. Il y a une crise de l'énergie. Il y a des secteurs d'activité qui, incontestablement, à même niveau de chiffre d'affaires, ont fait x10 cette crise. x10. Ouais. C'est-à-dire qu'ils gagnaient 1 milliard, ils en gagnent 10. Bon, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ça, c'est pas le super profit en général. Dire qu'ils peuvent être appelés à contribuer de manière exceptionnelle, c'est la même chose que quand on a aidé ceux qui étaient en une situation difficile. Je prends l'exemple de l'Espagne qui est allée plus loin. L'Espagne, elle a dit... Vous n'avez rien gagné, vous banquiers, pendant cette crise du Covid, mais quand même, on vous a bien aidé à un moment où c'était dur. Alors, comment on vous a aidé à un moment où c'était dur ? Vous allez avoir une taxe supplémentaire pour contribuer à la crise du moment. Tout ça, ce sont des débats intéressants. Je ne sais pas si l'Espagne a bien fait de taxer les banques en leur disant « à une époque, je vous ai aidé, maintenant, vous devez aider votre pays ». Mais en tout cas, je trouve légitime le débat et l'action de dire que ceux qui bénéficient de manière extraordinaire des gains liés à l'augmentation de l'énergie importée, qui est in fine se traduit par une inflation dans notre pays, par une intervention de l'État, par une augmentation des impôts. Non, mais Nicolas, très rapidement, Total est un groupe mondial. Leur pétrole, ils vont le chercher partout dans le monde et ils payent leurs impôts et des impôts considérables sur le pétrole qu'ils vont chercher en Angola, etc. Et tout. Donc, chez nous, sa seule activité, c'est les marges de raffinage. Ouais. Et en donnant 30 centimes, d'ailleurs, moi, je me gratte la tête parce que j'ai l'impression, je vois pas comment ils peuvent pas vendre à perte. Ils mangent toutes leurs marges de raffinage en France, même si au regard des profits mondiaux. Mais ils ont de l'activité partout. Non, mais tu peux pas dire mon business model. Je découpe mon mammouth en rondelles. Là, je perds. Si. Mais non, c'est un tout. Je veux dire, tu essayes d'améliorer là où tu perds, mais tu peux pas dire sur ta chaîne, je prends que ce que je gagne et je laisse de côté ce que je perds. Ta chaîne, ou alors ils ont qu'à vendre ce métier-là. À ce moment-là, tu taxes LVMH. Alors la Chine est fondée à taxer LVMH sur les profits qu'ils font sur les sacs qu'ils font en Chine. En Chine, c'est bien ce qu'il fait. Tous les pays taxent sur. On demande bien à la consommation, mais bien, pas au bénéfice. On demande bien un bénéfice du pays. C'est le sujet des GAFA. Tu es en train de me dire qu'il n'est pas légitime de demander aux GAFA de payer un impôt sur le chiffre d'affaires qu'ils font en France. C'est ce qu'ils font sur le pétrole qu'ils extraient. Ils payent leur chiffre. Bon, enfin, ils extraient le pétrole, en Angola, je crois, assez massivement. Ils payent des impôts massifs en Angola. Ah oui. Non, mais il y a plein de groupes pétroliers des redevances. Oui. Deux, trois observations. D'abord, je suis plus vieux d'entre vous. Et moi, en 74, je passais mon bac. Il y avait de la publicité à la télévision pour le Gaspy. Bien sûr, évidemment. Donc moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. En plus, je trouve qu'on dort beaucoup mieux à 18 et 19 degrés qu'à 22. Donc, c'est ma femme qui va faire la tête. Mais je suis personnellement ravi d'avoir à lui imposer cette mesure. Ça, c'est effectivement par le petit bout de la lorgnette. L'autre sujet qui me paraît un sujet important, c'est de ne pas, à l'intérieur d'une crise dont on ne sait pas si elle va durer, mais qui, à un moment, va quand même cesser. L'agite-propre de M. Poutine avec le nucléaire tous les matins, je dirais, à un moment, voilà, ça ne peut pas rester comme ça. Je suis assez circonspect, on parlait de formule de prix, à ceux qui veulent modifier des équilibres, notamment les équilibres d'EDF qui remontent à Marcel Boiteux, qui ont permis la construction du parc nucléaire français. Alors que le parc nucléaire français soit dans l'état... Donc tu veux dire quoi, là ? Augmenter l'ARENE, par exemple, de manière considérable, ce serait une erreur ? Si la structure des tarifs de l'électricité, parce qu'on parle de ça, parce que le prix du brut, il est à moins de $100 le baril, enfin là on parle du Brent, et en 2013 il était au même prix, 2012 même chose, donc ça a augmenté, je sais pas, par rapport à l'année dernière. Mais non, notre sujet c'est le gaz. Mais bon, le sujet c'est le gaz. Le sujet c'est le gaz. Alors effectivement, par cette notion de coût marginal, mais c'est ce coût marginal, ou cette tarification au coût marginal, qui a permis de financer les investissements
qui font que la France est quand même un pays, alors, nonobstant l'état du parc, parce qu'on mélange de choses. Nonobstant l'état du parc, c'est quand même le pays le plus remarquable en Europe. Bon. Alors ensuite, juste un chiffre, EDF va perdre 28 milliards dans cette crise. On se demande, il aurait dû en gagner 50 ou 60. On aurait dû être le Koweït de cette crise électrique. C'est incompréhensible. C'est truc de dingue. C'est incompréhensible. Je jette la pierre à personne, mais c'est incompréhensible. Alors ensuite, sur ces notions de qu'est-ce qu'on fait du gâteau ? Plutôt que de... Moi, je vois notamment la gauche essayer d'inventer des nouvelles formules de prix. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau ? Et puis, sans parler, comme l'a dit Nicolas Mérandol, de la taxation du superprofit. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau ? Pousser dans une logique de donnant-donnant, qui est plus facile pour moi à comprendre qu'une logique de superprofit. Pousser les entreprises... Alors, peut-être avoir déjà des systèmes régulateurs, mais de court terme, qui reviennent à l'État, hein. C'est le geste de l'État. Mais pousser les entreprises qui génèrent ces super profits à réinvestir pour permettre que demain, quand on ne va avoir en 2035 plus une seule voiture marchera à l'essence et qu'on va avoir le problème, oui, mais on pousse effectivement les gens à investir. Donc ça, c'était l'idée de Le Maire, qui visiblement est abandonnée, d'un fonds vert. Je ne sais pas si c'est un fonds vert, ou il faut l'appeler fonds vert ou autrement, mais ça en même temps, Total le fait massivement. Hein. Alors, c'est pas toutes les compagnies pétrolières, mais Total est sur un shift quand même très très important. Mathieu, tu sais ça mieux que moi, je crois que c'est 10 gigawatts par an de renouvelables qui sont en train de... En mix de production, c'est pas forcément un shift en investissement en R&D. C'est vrai. C'est pas les mêmes natures. Non mais, en fait... Les surprofits qui viennent d'un mécanisme d'entente, moi j'ai pas de problème à ce qu'on cela regarde. On les regarde et le PEP, c'est pas un mécanisme d'entente. Là par exemple, là on demande à Total de faire une subvention croisée en fait, c'est-à-dire que sur la partie downstream, si on va dans une station-service Leclerc ou Total, le prix il est quasiment le même. D'ailleurs aujourd'hui avec la ristourne Total, il est même inférieur, ce qui a posé des problèmes à Leclerc. Donc on voit bien que c'est pas un mécanisme d'entente dans le métier de distribution. Non, ils se font la guerre les deux, ça y est, très clair. Donc Total prélève des profits qu'il fait dans l'amont pour le déverser dans l'aval. Oui. Bon, d'ailleurs en Allemagne, par exemple, comme ils n'ont pas de Total, ils peuvent pas le faire. Mais ce qui vient de l'amont, c'est quand même qu'à un moment donné, ils ont pris des risques, ils ont fait des investissements dans des pays où tout le monde ne veut pas toujours aller, voilà. Et ils ont pris le pari qu'à un moment donné, même en 2025, en 2030, on aurait encore besoin de pétrole. Alors qu'il y a plein de gens qui leur disaient non, on n'en aura plus besoin. Donc, et idem sur le sujet du gaz. Donc quand on pourrait appliquer ça aussi aux usines de semi-conducteurs. Il y a eu un pic de demande sur les semi-conducteurs. Les gars qui ont investi des milliards sur chaque usine, on va leur dire maintenant en fait vous faites trop de profit parce que les prix ils ont augmenté, parce qu'il y a un déséquilibre offre-demande. C'est pas un mécanisme d'entente, c'est un déséquilibre offre-demande. Idem dans le transport maritime. Quand alors là, CMA CGM a investi dans l'opérateur à Singapour. Et je veux dire, il n'y avait pas grand monde qui était prêt à les accompagner. Enfin, les banquiers, ils n'étaient pas hyper tous partants pour dire, voilà. Et là, en fait, on se retrouve avec un opérateur qui a considérablement développé sa flotte à cette époque-là. C'était en 2015, si je me souviens bien. Et donc, on leur dit quoi ? On leur dit, vous avez fait un investissement capacitaire à l'époque, et maintenant que ça rapporte de l'argent, on vous dit, non, vous n'avez pas le droit de... Tu as fait un investissement capacitaire après avoir quand même été sauvé par l'État. Oui. Bon. Et derrière, tu te retrouves avec quand même ils ont été sauvés par l'État, ils ont fait une sauvegarde. Ils ont fait une... Non, quand ils ont été sauvés, c'était l'époque Chirac, quand il a fallu... Oui, ça ne nous rajeunit pas quand même. Ouais, mais c'était une sauvegarde à Marseille d'ailleurs. Mais tu as un taux de taxation des profits à 2,5%, c'est ça, ça c'est une chose. Et tu as un régime d'entente autorisé par la Commission européenne entre 4 grands blocs pour se partager le gâteau du transport maritime. Il est attaqué par les Américains. Mais ça, c'est mais là, je sais pas. Et tu fais 17 milliards de profits quand même. Non, mais qu'on leur dise il y a un problème d'entente, c'est pas la même chose de dire que ils bénéficient d'un je comprends ce que tu dis. dans le transport maritime, ce qui est une réalité. Et en dernier lieu, tu moquais tout à l'heure l'idée de faire son linge la nuit. Non, c'est du vécu. Non, mais oui, c'est du vécu. Mais j'ai connu, à nouveau j'ai l'impression d'être le vieux con du groupe, mais c'est pas grave, ça va être le cas. J'ai connu une époque, en tout cas, où effectivement, on avait sur le tableau, on avait des machines
qui ne démarrait qu'à partir du moment où on passait en heure creuse. Exactement, absolument. Et donc, c'était pas très compliqué. Non. Tu mettais ta machine à 7h du soir, à l'heure ou à 6h du soir. Tout à fait. Monsieur ou madame, je vais pas faire plaisir à Mme Roussel. Non, mais on va pas décrire nos machines. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien... C'est que si tu fais de la laine, il faut quand même te lever à un moment pour l'étendre. Tu peux pas la laisser traîner toute la nuit. Voilà. Mais refermons la parenthèse ménagère. Non, mais refermons la parenthèse ménagère. On peut quand même essayer de réfléchir. Il y a eu, parce que l'énergie ne représentait plus rien, il y a eu une gabegie généralisée. Oui, c'est pour ça que trouver 15%, trouver 20%, à mon avis, et je parlais hier avec quelqu'un qui est en train de faire des formes de sondage d'opinion là-dessus, ça va pas être difficile. On va les trouver. On a deux sujets. Je pense qu'il y a une vertu sur l'énergie qu'on a connue en 74-75, une alerte mobilisation générale. Il y en a une nouveau et c'est vertueux et ça va nous redonner une discipline comme il y en a sur la sécurité dans les aéroports. Maintenant on passe les SAS c'est d'une banalité affligeante. On est prêt à remettre un masque s'il faut, c'est une banalité affligeante. Il y aura une discipline qui va se mettre en place sur l'énergie suite post cette crise. Je reviens sur le point de Mathieu. Moi je ne suis pas d'accord sur l'idée que s'il y a un effet d'aubaine lié à une guerre dans notre pays, une situation internationale exceptionnelle, et qu'il n'y a pas entente, alors la situation peut être exploitée sans qu'on se pose des questions. Et que le seul critère qui amènerait à une intervention d'une taxation exceptionnelle, c'est le critère de l'entente. Non, je crois que, encore une fois, je prends mon exemple. Oui, non, mais dans l'offre et la demande du marché, les hôteliers, on aurait pu leur dire, écoutez les gars, vous avez bien gagné de l'argent, vous avez un immeuble, vous avez un appartement, vous avez des immeubles conséquents dans le carré d'or de Paris. Il se trouve qu'il y a une crise, les Américains viennent pas, c'est la vie, et ils viennent pas, tant pis pour vous. Bon. Non, c'est pas ça qu'on a fait. Donc je dis ça marche dans un sens, le même sens. Non, parce que personne pour les mêmes raisons, ça marche quand dans le baril est à $20, Nicolas. Personne ne soutient Total quand le baril est à $20. Et quand Pouyanné on n'a pas interdit à Total de distribuer là, on a interdit aux gens. Non, on a provoqué un événement à une économie. Tu veux leur prendre un peu de pognon quand le baril est à 100, mais personne ne les soutient quand il est à 20. Et quand Pouyanné, là je vais aller dans le sens de Mathieu, quand Pouyanné prend le truc après donc la mort de Marjorie, c'est vrai qu'à ce moment-là, des questions se posent et tu as beaucoup de prophètes qui disent il faut absolument désinvestir le pétrole, et tu as un Pouyanné qui dit non seulement je vais pas le faire, mais je vais mettre le groupe en ordre de bataille pour qu'il vive avec un baril à $50. Ça, c'est une stratégie de chef d'entreprise. Oui, et à un moment, le gars, il récupère les fruits de la vista qu'il a eue. Non, il l'a pas fait en disant un jour, il y aura une guerre avec l'Ukraine. Un jour, les robinets vont être coupés. En Europe, on aura machin. Et ce jour-là, je serai prêt, je vais faire des tours. Moi, pour avoir discuté avec lui en juillet de l'année dernière, les prix du gaz avaient déjà hyper augmenté l'année dernière. On savait qu'on était face à une crise du gaz indépendamment du conflit en Ukraine. Moi, je reviens juste sur un point, c'est que sur la sobriété énergétique, on a investi en France 10 milliards dans Linky, donc qui est l'infrastructure de compteurs communicants. C'est le plus gros investissement réalisé quasiment dans le monde entier à part la Chine. Et en fait, il y a juste un petit effort à faire en plus, c'est mettre des mécanismes sur la vente. Et en fait, on ne veut pas le faire pour une raison qui m'échappe. Commencer à mettre des mécanismes qui permettraient quoi ? On a toute l'infrastructure pour faire la sobriété intelligente. C'est-à-dire qu'on peut la programmer, on peut rajouter un petit peu de disjoncteurs communicants, etc., avec des micro-équipements, y compris sur les machines à laver. Et en fait, il n'y a aucun mécanisme d'incitation aujourd'hui à le faire. Voilà. Et ça, moi je dis juste, on peut envoyer des SMS aux gens en disant mettez en route la machine à laver à telle heure ou à telle heure. Mais en fait, on peut le programmer parce qu'on a mis 10 milliards, on a une infrastructure. Mais alors tu veux dire le programmer de manière administrative ? C'est-à-dire qu'à un moment, tu as le préfet qui aurait la main sur l'ensemble des compteurs électriques de France. C'est des choses qu'on peut faire, mais moi je pense même sur des mécanismes de marché, on pourrait tout à fait réaliser ça en ayant une gamification tarifaire différente. Mais là, politiquement, on ne veut pas le faire, on demande aux gens, on va dire, on va faire ça par SMS. Moi je dis, si on a une crise pour un an, pour un hiver, ça va passer. Mais ça ne passera pas sur 10 ans. Juste, alors, un mot, parce que tu en parlais, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a quand même un mécanisme sur les énergies renouvelables en France qui est assez malin. On a permis aux investisseurs, en fait on a couvert les investissements des investisseurs avec un tarif, je ne sais plus à combien, je crois qu'il devait être à 45 € le mégawattheure ou quelque chose comme ça. Et long terme. Long terme.
Et l'échange, c'est que si ça passait au-dessus, et c'est donc massivement passé au-dessus, les opérateurs d'énergie renouvelable reversaient à l'État ce qui va au-dessus. Ça fait quelque chose comme 8 ou 9 milliards qui ont été reversés à l'État. C'est la même idée. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, on a couvert les investissements. Tu comprends, Nicolas, personne n'a couvert les investissements de Total. Là, c'est l'État qui a couvert les investissements et qui a donné une garantie de rachat à un prix de 45 € le mégawattheure. Je ne suis pas sûr que ce soit 45, ça ne doit pas être très très loin. Juste parce que je voulais vous entendre parler des ETI quand même, c'est le truc éternelle promesse. Et Olivier Grégoire, on va voir ça, là, qui sans arrêt, on revient en disant nous voulons des ETI. Enfin, ça fait 15 ans, 20 ans maintenant. 20 ans que je suis l'actualité économique. Non, mais, hein. Ça fait 20 ans que j'entends dire mais oui, c'est formidable les ETI, on veut des ETI. Alors, Olivier Grégoire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, en fait, on a tout fait. On a lissé les effets de seuil, on a baissé les impôts de production, on a développé l'apprentissage, et maintenant, on a juste besoin de s'occuper, de soulager la charge mentale, dit-elle, des entrepreneurs en lançant une grande campagne de simplification. Mathieu, ça te fait sourire? Non, alors moi je suis à la tête d'une ETI. Alors moi mon obsession c'est belle ETI. Moi mon obsession c'est de ne plus être une ETI. Donc désolé pour elle, mais mon objectif c'est de sortir et de passer au statut de grande entreprise. Donc voilà. Blague à part, en fait non, tout n'a pas été fait parce que sur les impôts de production tout n'a pas été fait. Je pense qu'on pourrait être un peu mal. D'un mot, mais vraiment d'un mot, c'est un scandale pour toi qui divise par deux là la baisse de la CVAE sur 2 ans ou c'est quand même de la saine gestion? Je suis partagé, disons. Voilà. Donc moi je trouve que notamment il y a des ETI qui sont très exposés à l'augmentation de la facture électrique, ça aurait permis de gérer un petit peu les choses. Mais bon, l'essentiel c'est que la parole principale soit tenue. Non, je pense qu'on pourrait imaginer d'autres choses. Par exemple, aux États-Unis, ce qui favorise énormément la consolidation du mid-market, c'est le fait que quand on fait une acquisition, on peut amortir le goodwill fiscalement. Donc ça, c'est quand même une incitation énorme à consolider les filières. Les ETI, ça se fabrique aussi grâce à des stratégies d'acquisition qui permettent de consolider des filières sur le territoire national. Et ça, à mon avis, il n'y a pas de réflexion de ce niveau-là. Donc juste parce que consolider le goodwill fiscalement, voilà. Déduire le goodwill. Voilà, enfin le goodwill, c'est juste on paye moins d'impôts, quoi. Voilà. C'est en incitant à faire des croissances externes. Parce que parfois, les ETI françaises sont pas, sauf quand elles sont soutenues par des grands fonds d'investissement, elles sont pas suffisamment actives sur la logique de croissance externe. Voilà. Et l'autre point, c'est que je pense que aujourd'hui, le gros problème, c'est la mobilité des talents dans le territoire français. Et qu'en fait, il y a beaucoup d'ETI qui sont dans des territoires et qui n'ont pas accès aux cadres, qui n'ont pas accès à des emplois qualifiés. Et là, la difficulté, elle est loin d'être réglée parce qu'il faudrait repenser des infrastructures éducatives, notamment, mais aussi réfléchir, par exemple, à, j'en sais rien, diviser les droits de mutation. Des gens qui ont une mobilité professionnelle et qui se repositionnent dans un autre territoire. Il faut fluidifier le marché du travail, non pas uniquement pour baisser le taux de chômage, mais aussi pour faire circuler les talents dans... Très intéressant. Voilà. Et là, on a une grosse difficulté parce qu'il y a beaucoup d'ETI qui sont aujourd'hui bloquées par rapport au fait qu'elles ne sont pas accès aux meilleurs talents du marché. Il nous reste 4 minutes. Non, en deux mots, ma vieille marotte. Oui. La question du marché pertinent. Est-ce que le marché pertinent des ETI, c'est la France ou est-ce que c'est au moins l'Europe? Et en réalité, on s'aperçoit que l'Europe, c'est une juxtaposition de marché domestique. Et que, nonobstant les directives transposées, on ne va pas en Allemagne, on ne va pas en Italie, on ne va pas en Espagne, on va au Portugal comme ça. Et donc, pourquoi avoir limité ce statut de la société européenne en réalité aux très grandes sociétés? Pourquoi pas l'ouvrir, donner un passeport européen avec toutes les sociétés et faire en sorte que leur démarche sociale, administrative, elle soit gérée par le pays du siège social de la société, dans une logique de réciprocité totale. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un bureau, mais sans aucune formalité, à Barcelone, à Madrid, à Helsinki, où on veut. À partir de ce moment-là, on redonne du vent dans les voiles, on redonne du sang aux ETI pour, comme les Américains, regarder leur marché comme un grand marché de 300 millions et non pas plusieurs marchés qui au total font peut-être plus, mais qui en réalité sont des marchés domestiques. Nicolas? Oui, je pense que c'est un sujet génial, là, hein. C'est un sujet récurrent depuis 15 ans, mais c'est un sujet très important. Très important. Et c'est ce qui fait de la différence quand même entre notre économie en termes de performance par rapport aux Allemands. On le sait. Et la problématique de l'ETI, c'est que c'est la taille qui convient. Alors même si la fourchette est quand même très très large, hein, l'ETI, on est entre 50 de 500 et 5000. De 500 à 5000. Et de 50 millions à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Bon, donc mettons-nous au milieu. C'est quand même la nécessité. Pour pouvoir faire de l'export et croître, il faut
faut quand même une certaine taille. Donc, inlassablement, quelles que soient les initiatives, il faut les encourager. Maintenant, à la fin, c'est l'entrepreneuriat, il faut que ça se réalise. Ça se décide pas là c'est pas une décision ministérielle. Et il y a les points que Mathieu évoquait sont importants parce que 85% des ETI sont en dehors du territoire parisien, sont par construction répartis sur tout le territoire et sont très industrielles, sont moins services, elles sont beaucoup dans l'industrie. Et l'industrie, sa croissance, son développement, c'est aussi l'export qu'ont fait les Allemands. Donc c'est un sujet fondamental. C'est sûr que beaucoup de choses ont été faites pour les faciliter. Il manque ce qui... C'est pas idiot l'idée de dire qu'il y a un frein psychologique. À la fin, il faut faire cette consolidation qui suppose d'abandonner en amont une partie de son autonomie. Enfin, c'est quand même un bouleversement. C'est un vrai sujet. Je pense que les régions, c'est là où les régions qui sont le plus proches du terrain peuvent aider dans la mise en œuvre de cette action. Ouais, mais ces histoires de simplification, c'est vraiment... Alors, c'est une tarte à la crème sur une tarte à la crème. Oui, quoi, mais tu vois, c'est pas grave. Je voyais que Guillaume Poitrinal, là, renvoyait le bouquin qu'il a sorti il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans maintenant, le bouquin sur le temps et sur ce qu'il identifie comme le mal français, lui, le temps qu'on met à faire les choses. Alors, allez, le mot de la fin. Non, mais le sujet de la formation qui était évoqué, et que j'imagine que Nicolas Mérindol vit à Marseille, que moi je vis à Paris, la faiblesse de la compréhension par les dirigeants de petites entreprises du cadre juridico-économique dans lequel il évolue est affligeant. Donc là, on a un problème d'éducation. Ah, oui. Et peut-être pas simplement d'éducation de base, mais de continuing education, d'éducation permanente, pour que ces gens-là se décomplexent. Mais ils sont encore très complexés. Et il y a eu cette barrière mentale, elle est très forte. Merci messieurs. Merci beaucoup, à bientôt, et nous, on se retrouve demain pour d'autres débats tout aussi enflammés. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.